les babes, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur la chaîne YouTube. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien depuis. Alors aujourd'hui, on arrive avec une grosse interview. Mais d'abord, je voulais vous raconter une histoire. Une histoire qui m'est arrivée quand j'étais petite. Alors c'est pas un truc de fou, hein, mais c'est quelque chose qui a marqué mon enfance. C'est quelque chose qui a marqué aujourd'hui les décisions que je prends dans tout ce que j'entreprends aujourd'hui. Donc je vous situe un petit peu la chose. Ce jour-là, on devait aller chercher ma mère au travail, c'était un samedi. Et mon père, avant qu'on aille chercher ma mère, il me dit avant qu'on aille chercher maman au travail, on va faire un petit détour. Et moi, impatiente que je suis, j'aime pas les surprises, je lui dis mais on va où? Il me dit rien. Ce jour-là, alors je vous situe un petit peu mon père. Vous voyez, Echebest, c'est lui, mais en Renoir. Carré, qui tape du poing sur la table. Et donc, ce jour-là, il m'emmène à la Gay Pride. Vous situez un petit peu ou pas? Un daron avec son enfant, la Gay Pride, des boas de plumes autour de lui, les gens ils sont là en train de faire la fête, les gens sont joyeux. Moi, c'était la meilleure teuf de ma vie. J'avais jamais vécu ça, j'avais entre 11 et 13 ans. Du coup, on sort de l'événement et je lui demande pourquoi il m'a emmené à la Gay Pride. Et en fait, pour lui, c'était une manière de m'apprendre ce qui était la tolérance et ce qui est l'influence. Aujourd'hui, l'influence, on l'apparente à la notoriété, mais en fait, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il faut être connu pour avoir une certaine influence. On confond beaucoup notoriété et influence. Je prends mon cas, en tout cas à mon échelle. Aujourd'hui, je sais que j'ai une certaine influence dans la vie des gens, de par mes reels sur Instagram, de par mes vidéos sur YouTube, par rapport aux messages que je peux délivrer. Mais en fait, quand j'ai commencé à faire tout ce processus, je me suis dit quelle empreinte je veux laisser. Qu'est-ce que je veux apporter en termes de service dans la vie des gens? Moi, mon goal, c'était ça. Vous apporter de la bienveillance, pouvoir vous apporter des conseils et surtout que vous puissiez vous sentir bien dans vos baskets à travers toutes les interviews ou tous les messages que je peux vous délivrer. C'est ce dont on a discuté avec Rania. Je pense que ça sert à rien de vous la présenter. Elle a commencé d'abord par la télé. Aujourd'hui, elle est créatrice de contenu, blogueuse mode. Et pas que, aujourd'hui, elle laisse aussi son empreinte à travers le stop harcèlement. C'est quelque chose dont on a pu discuter durant son interview. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse regarder la suite. À toutes! Yo, j'espère que vous allez bien la famille sur YouTube. Aujourd'hui, on a une exclusivité en interview, c'est la belle Rania. Comment tu vas ma belle? Ça va très bien et toi? Ça va. Je vois qu'il y a beaucoup d'actualités en ce moment. De ouf. On te voit partout et d'ailleurs, franchement, je suis fier de toi. C'est vrai? Ouais, je suis fier de toi parce que par rapport aux actions que tu mènes aujourd'hui, je sais que c'est pas évident et on va en parler plus tard dans l'interview. Ça me touche. Pour ceux qui la connaissent pas, alors Rania, elle a fait plusieurs programmes télé. Tu as fait Les Anges, on t'a vu à l'écran, Tempérament de feu, tout ça. Mais on sait que à la télé, voilà, les épisodes sont montés. Exactement. Et qu'on voit pas la vraie personne. La vraie personne, voilà. Moi, aujourd'hui, mon intention dans l'interview, c'est de faire connaître la Rania qu'on ne voit pas à la télé. Et que toi, tu connais à l'extérieur. Ouais, et que je connais à l'extérieur. Mais tu vois, j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur toi, donc je te laisse… Rania, comme elle vous l'a dit. C'est vrai que j'ai commencé la télé-réalité en 2017. Ouais. Et déjà, ma première expérience a été super pour moi, parce que c'était tout nouveau pour moi et qui ne rêverait pas de faire de la télé. Ouais. C'est vrai que vu la polémique actuelle, faut pas cracher dans la soupe, tu vois. J'oublie pas quand même le côté positif de cette expérience. Ouais. Et c'est là où après, pour moi, tout a démarré parce qu'en fait, on a été les premières blogueuses mode à la télé et c'était un projet au début qui devait même pas être accepté.
Et on leur a bien vendu le truc et tout ça. On leur a dit, mais influenceuse, c'est beaucoup de choses. C'est pas que faire des photos et faire des montages. Et ils ont vu l'expérience. Ils ont dit, mais vous êtes faite pour ça, continuez. De là, on a commencé à lancer notre site web qui, au final, n'a pas marché parce qu'en fait, on n'avait vraiment pas le temps d'être dessus. D'accord, ok. Et c'est là où j'ai commencé. Ouais, exactement. Et en fait, on a beaucoup voyagé. On a travaillé avec des marques premium. J'étais hyper contente parce que sortant d'un cadre télé-réalité, je pensais pas que j'allais travailler avec des applications, des marques qui justement travaillaient. Ouais, de ouf. Franchement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis très contente. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième expérience qui, elle, pour moi, était négative. Et de là, on a arrêté avec Rawel pendant 3 ans, 4 ans. Oui, tu as stoppé la télé pendant un moment. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette expérience? Ça s'est mal passé. Alors, dans ma première expérience télé, j'avais pas vu, on va dire, le côté trop drivé, faut faire comme ci, faut faire comme ça. En fait, je savais qu'il y avait des codes à la télé, mais moi, je les comprenais pas. Enfin, moi, je suis un peu lente à la détente, tu vois. Donc, tu sais, je suis toute naïve, j'arrive, je suis curieuse. Et en fait, j'étais une bonne candidate parce que de base, je suis de nature curieuse, je m'intéresse aux gens, je suis hyper sociable et tout. Et dans ma deuxième expérience, on a voulu voir plus de Rania. Donc, une Rania en couple, on a voulu voir une Rania différente du premier programme qui était toute timide. Et on m'a ramené du coup un candidat que je connaissais très bien dans le premier programme que j'avais fait et qui de base était un bon pote. Et je me suis dit, bon, ben, vu qu'en sortant de la télé, il avait bien parlé de moi, donc je pense que c'est pas que du buzz. À mon avis, je l'intéresse vraiment et pourquoi pas. Donc, pourquoi pas tester une histoire avec cette personne. C'est ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on venait me driver le matin, le midi, le soir. Et ça me saoulait parce que j'avais envie de faire les choses par moi-même. Tu te sentais oppressée? Et là, je me sentais vraiment oppressée. C'était trop. Et c'est là où j'ai compris aussi le off, parce que je ne savais pas ce que c'était faire du off. Faire du off, en fait, c'est quand tu fais des choses qui se passent hors caméra et que tu les annonces en in le lendemain, donc devant la cam. D'accord. Et en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne parles pas à Carl aujourd'hui alors qu'hier tu lui parlais? Ben, en fait, dans la nuit, clairement, il s'est passé ça. Donc ça m'a un peu vexée. Et au final, ben, ce matin, j'ai pas envie de parler à Carl. Et ça, c'est des choses qui ont été faites hors caméra et après devant la caméra. Donc, ça t'a desservi? Ouais, ça m'a beaucoup desservi parce qu'en fait, on me disait oui, tu fais n'importe quoi, t'écoutes pas. Enfin, je pense que t'as mal fait ci, t'as mal fait ça et tout. Et du coup, je commençais à vraiment perdre confiance en moi. Et du coup, attends, c'est important ce que tu dis. Je commençais vraiment à perdre confiance en moi. C'est quoi qui te faisait perdre confiance en toi? Le fait que on te laisse pas agir comme tu as envie d'agir, ou alors c'est l'environnement? Ben, c'est l'environnement. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, c'est les deux. Clairement, c'est les deux. Mais l'environnement, parce que déjà, quand les caméras coupent, tu te rends compte qu'il y a des personnes qui sont plus les mêmes devant la cam. Tu vois, et après la cam. Les gens jouent des rôles alors? Les gens, en fait, t'en as beaucoup qui jouent des rôles. Et c'est là où tu vois les vrais gens sincères. Parce que quand la caméra coupe, tu sais qu'ils restent vraiment avec toi. Et t'as les gens qui viennent devant la caméra et qui font ami avec toi ou qui s'intéressent à toi, qui te posent des questions qui, au final, hors caméra, ne viennent même pas te... Ouais, voilà, tu vois. Et du coup, quand tu commences à avoir le doute de toi-même, que t'es pas bien, que t'as un moment t'as un moment de doute, en fait, quand tu te poses comme ça, clairement, quand tu rentres chez toi, tu te poses et tout, tu commences à te remettre en question, tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est passé ça quand même, et Enfin, moi, je suis quelqu'un, je me pose beaucoup de questions. Ok, t'es très cérébral. C'est ça, exactement. Tu remets tout en perspective à chaque fois, tout le temps. C'est ça, j'essaye de comprendre et tout. Et là, c'est vrai que comme t'as pas ton téléphone, t'as pas confiance aux gens, et si t'as un mal-être en toi, tu n'arrives même pas à l'exprimer parce que tu te dis, si je le dis à quelqu'un, il va pas trop comprendre, ou il va dire, ah, elle fait ça pour la caméra, enfin... Tu comprends. Mais vous n'êtes pas assisté, il n'y a pas un psychologue qui est présent durant les tournages pour justement essayer de vous driver ou vous pouvez justement expulser, parce que vivre avec plusieurs personnes, vous êtes combien? 15 on est 15, plus les caméramans, les journalistes, les chefs, la prod, enfin c'est vraiment une grosse énorme, mais donc il n'y a pas d'intimité. Déjà, il n'y a pas d'intimité, mais c'est vrai que déjà ce que je disais, pour en revenir à l'histoire de la psychologue, ils le font avant le tournage, et moi c'est ce que j'expliquais, il faut un psychologue après ou pendant, ça c'est très bien, c'est vrai que pendant ça serait intéressant, parce que faut que tu parles à quelqu'un. Tu es obligé de parler à quelqu'un et tu n'arrives pas à le faire. En étant là-bas, c'est impossible. En fait, dans ma première expérience, c'est là où j'ai eu le contre-coup quand je suis sortie de mon premier programme. Et je ne comprenais pas ce que j'avais. J'étais à l'hôtel, toute seule. Ouais, j'ai fait une dépression. Ça a commencé plutôt au deuxième programme parce que c'était crescendo en fait, petit à petit. Tu sais, tu ressors, tu as les gens qui commencent à te connaître, ta vie elle commence à changer. Comment ça t'a affecté cette dépression? Comment tu as su que tu étais en train de toucher le fond?
Alors, comment j'ai su? Déjà, tu rentres de tournage, tu commences à t'enfermer chez toi. Okay. Tu fermes tes volets pendant des jours, donc déjà tu n'ouvres même plus tes volets, tes amis t'appellent, tes proches t'appellent, mais en fait comme tu as tellement été coupé et que tu as envie juste de te reposer parce que tu sais c'est dur un tournage quand même psychologiquement, donc tu réponds pas aux gens et après quand tu leur réponds ils disent mais putain ça fait plusieurs jours que je t'appelle et tout, tu réponds pas oui non mais je suis juste fatiguée, je me repose et tout, donc moi j'osais même pas le dire aux gens que j'étais pas bien et c'est là où je commençais à bader. Je commençais à bader, donc je donnais plus de signes aux gens, j'étais enfermée chez moi. Déjà, je sortais pas de chez moi. Je ne sortais absolument pas de chez moi. Ça pouvait durer une semaine. Ouais, je m'isolais de ouf. Franchement, j'avais plus de vie pendant quelques jours et tout. Après, quand j'allais à l'extérieur, je faisais semblant d'être bien, sauf que j'étais pas bien. Au fond de moi, je le savais. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à sortir, à avoir des mauvaises fréquentations. Voilà quoi, tu te mets à toucher à des trucs que tu ne touchais pas avant. Je te dis la vérité. Après, moi de base, je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien boire mon petit verre et tout. Mais là, ça allait au-delà d'un petit verre. Tu vois, genre vraiment, on dirait que je cherchais la destruction. C'est important ce qu'elle dit Rania ici quand elle dit oui qu'elle avait un comportement autodestructeur. Elle était entourée avec des personnes mais qui étaient négatives pour elle. Et comme elle ne pouvait pas exprimer son mal-être parce qu'elle avait peur de ne pas être comprise, peur d'être rejetée et peur surtout de l'image qu'elle allait renvoyer, elle a commencé à avoir des comportements autodestructeurs sans même s'en rendre compte. Quand tu dis j'avais peur d'être incomprise, est-ce que quelque part tu n'avais pas peur qu'on te juge? Parce que du coup, la décision venait de toi de faire de la télé-réalité. Aussi. Moi, je prenais le métro très souvent. Je me suis retrouvée à être obligée de prendre des Uber parce qu'il y avait des gens qui s'attroupaient devant moi. Et tu sais, enfermé dans le métro, c'est pas comme si tu marchais dans la rue. Tu vois une masse de gens, ok, tu passes. Là, non, dans le métro, ils viennent et ça t'oppresse, tu vois. Et moi, je commençais à paniquer. Exactement. Et j'osais même plus aller faire mes courses dans les grands supermarchés parce que là, tu avais tout le monde qui te reconnaissait, qui sortait les téléphones. J'allais dans des toilettes publiques, on sortait son téléphone, on me filmait sur le miroir. Et alors, comme je dis aux gens, au jour d'aujourd'hui, ça y est, j'ai appris à être dans ma bulle et à plus me focaliser sur ça. Et ça va très bien parce que j'ai fait un gros travail sur moi-même. C'est quoi le travail sur toi-même que tu as fait? Je me parle tout le temps. Franchement. Tu te parles? Ah oui, je me parle tout le temps. J'essaie de me donner confiance parce que c'est vrai que j'avais pas confiance en moi, mais pas du tout. Là, à ce moment-là, on peut prendre Rania un peu pour une ouf. Genre, ouais, je me parle à moi toute seule. Non, ça n'a rien à voir. Le fait de se parler à soi à voix haute, c'est une manière de poser une intention dans le monde réel. C'est une manière aussi de faire baisser cette voix qui est en nous, notre partie sombre, qui parfois peut nous mener à la procrastination, peut nous mener au manque d'estime de nous-mêmes, au manque d'amour qu'on peut avoir envers soi-même, parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Et parfois, se parler à voix haute, ça permet de remonter cette énergie afin qu'on puisse agir pour notre propre bien-être. D'ailleurs, j'ai une amie qui s'appelle Sanaya, que tu dois connaître, qui est avec nous dans cette polémique actuelle, qui me disait « Continue à te dire que ce n'est pas parfait, comme ça tu feras toujours mieux. » Tu vois, et c'est des gens comme ça en fait qui me donnaient du positif. Et franchement, je me suis rendu compte que les soi-disant amis que j'avais, c'était plus des connaissances. Et du coup, je ne pouvais pas faire confiance à tout le monde. Est-ce que tu dirais que dans la télé-réalité, pour réussir, il ne faut pas avoir de principe? Exactement. Il ne faut pas avoir de principe, mais en même temps, il faut rester toi-même. Et moi, j'ai connu des gens dans la prod qui m'ont dit que… Attends. Vas-y. Le temps que ça monte à mon cerveau. Donc, tu attestes que pour réussir dans la télé-réalité, il ne faut pas avoir de principe. Parce que clairement, il s'est servi de toi. Mais bien sûr. Pour moi, c'est un peu de la prostitution masquée parce que quand on te dit qu'il faut aller vers ce garçon mais que tu veux pas le faire et qu'on te dit que ta place va sauter, clairement, que tu vas pas continuer le programme, c'est un peu te dire si tu le fais pas, il y en a d'autres pour le faire derrière. Donc déjà, tu sens un peu l'oppression. Tu te dis attends, on me prend pour ma personne, je viens. Et au final, on n'est pas content de ce que je suis parce qu'on me demande plus et j'ai pas envie de donner ce plus-là parce que dans la vraie vie, tu vas faire les choses comme tu le sens, au feeling. Et là, en fait, ils n'ont pas le temps, en fait, que tu prennes le temps d'attendre que quelqu'un qui te plaise vienne. S'il y a un mec célibataire, une meuf célibataire, non, il faut qu'il se passe une histoire d'amour. On va tout faire pour les mettre ensemble. Donc ça commence souffert. Ouais, moi, dans mon deuxième programme, j'en ai beaucoup souffert parce que déjà, de base, la personne, je l'appréciais. Et en fait, je pensais qu'il était vraiment sincère avec moi, sauf qu'en fait, il était rodé par la production. Donc lui-même, il a eu un coup de pression dans le sens où si dans la semaine, tu ne sors pas avec elle, ciao, tu pars. Et ça, je l'ai su qu'après et ça m'a fait beaucoup de mal. Et au final, je m'en suis rendu compte aussi parce que la personne
devant les caméras, elle venait me voir, elle me disait « Oh, tu m'as manqué, ça va aujourd'hui ?» Sans caméra, le mec ne me calculait même pas. Et tu le sais de toute façon quand tu as une alchimie avec quelqu'un ou pas, la personne cherche toujours après toi, elle reste avec toi, que ce soit en caméra ou hors caméra, elle essaye de faire des choses avec toi, lui pas du tout. Ça a fait baisser ton estime de toi quand tu t'es rendu compte en réalité que c'était pas réel, que c'était arrangé? Ouais, ben j'ai été déçue de la personne déjà, parce que je me dis au final je le considérais vraiment comme un pote et que j'appréciais, au final ben, ça casse quelque chose. Je sais qu'il y a un événement qui s'est passé début d'année, tu as perdu un être cher. Comment ça t'a affecté? Comment tu as surmonté ça? Ben déjà c'était compliqué parce que j'étais en tournage pour commencer le tournage de cette saison, donc qui était à La Réunion. Et en fait on a eu la nouvelle... Non, ça va, t'inquiète. Ça va, ça va aller. Et du coup, en fait, on devait commencer le tournage. Et on a eu la nouvelle avec Raoul, on était genre archi choqués parce qu'on s'est dit punaise, genre je peux pas faire semblant de rentrer dans une maison. Et tant mieux qu'il y ait eu la polémique, hein, tu vois, à La Réunion. Enfin, pas dans le mauvais sens, mais pour dire que ça a coupé court. Pour qu'on rentre à la maison, tout ça. Et en fait, c'est dur, tu vois, d'être encadré par des journalistes, que tu as envie de faire ton deuil, que tu pleures. Et en fait, Raoul, elle pleurait. Je lui disais, écoute, pleure pas et tout, attends qu'on rentre à la maison. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas pleurer devant les gens. Genre, vraiment, pour moi, c'est comme si j'étais faible, alors que non, c'est pas être faible, tu vois. Mais genre, je déteste pleurer devant quelqu'un. Pourquoi Pourquoi c'est ton émotion, c'est quelque chose de normal. Pourquoi ne pas c'est quelque chose de normal. Ce que tu ressens réellement? Je suis la première à dire aux gens, quand t'es pas bien, pleure un coup, ça va te faire du bien, et puis le lendemain, il faut revenir au taquet, tu vois. Et le truc, c'est que pour moi, comme j'ai tout le temps été indépendante, forte... C'est quoi être forte pour toi? C'est quelqu'un qui se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui reste droite dans ses baskets et qui fait les choses bien et qui ne demande rien à personne. Tu vois, c'est un peu le côté... parce que ma mère, elle porte la culotte, tu vois. D'accord, ok. On va dire que j'ai un peu pris ça d'elle. D'accord, ok. Quelqu'un qui se débrouille, tu vois, et quelqu'un qui assume qui elle est et qui se connaît bien surtout. Et en fait, pour moi, pleurer devant quelqu'un, c'est comme si tu disais à cette nana-là qui s'est jamais laissée faire qu'il y avait une faille et que tu pouvais lui rentrer dedans. Tu vois? D'accord. Pour toi, tu symbolises le fait de pleurer à quelque chose de... comme si c'était une faiblesse. Ben, si tu as des ennemis et que tu as des adversaires, ben... Tu vois, faut pas les laisser voir ce côté-là de toi, tu vois. Mais tu te rends compte que c'est quand même quelque chose qui a affecté ta vie. Ouais. C'était une personne qui avait l'air de beaucoup compter dans vos vies. Enfin, j'ai vu les stories, tu l'appelais C'était mon frère. Ton frère, voilà. Quelqu'un qui était tout le temps avec nous, qui a aidé Raoul justement quand elle a eu sa dépression, qui a été là pour elle de fou, et c'est quelqu'un qui était hyper vrai. Maintenant, c'est vrai que il y a eu ça, plus je me suis dit franchement, continuer à la télé, avoir ça dans la tête, je sais pas, tu vois. Genre, c'était trop dur. Maintenant, bon, c'est récent, c'est dur, tu vois. En plus, c'est quelqu'un qui avait mon âge, donc c'est ça qui choque un peu. Tu te dis, quand quelqu'un d'aussi proche et qui a ton âge part, enfin, ça te remet en question sur beaucoup de choses. Ça t'a remis en question sur quoi? Ben, sur ma vie, sur les choses que peut-être pour moi c'était futile et que je laissais de côté, que je remettais peut-être à demain et que je me disais bon ben je laisse à demain pour le faire. Et au final, je me dis non, maintenant j'attends plus, s'il faut le faire, je le fais. Je vais reprendre ma vie en main. Lui, il était vraiment là à nous encourager, tu vois. Donc je me dis, voilà, c'est pas le moment de dormir, tu vois. S'il faut faire quelque chose, c'est maintenant. Et puis, il faut être heureuse. Est-ce que, justement, cette perte-là, ça a été un élément déclencheur dans ton choix de défendre ton ami avec qui tu étais dans la villa des Anges? Ben, ça m'a rappelé que quand j'apprécie une personne, je serai toujours là pour elle. Et en fait, quand tu dis mon amie, tu parles d'Angèle. Angèle, ce que j'ai apprécié, et d'ailleurs je le redis, Angèle de base, je la connaissais pas vraiment. Et l'image que j'avais d'elle, c'était pas une personne avec qui j'aurais pu être pote. C'est une fille que je détestais. L'image qu'elle dégageait à la télé, je me suis dit, c'est impossible que je sois pote avec cette fille un jour. Genre, j'aime pas cette fille, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant le tournage, on était 4 jours à l'hôtel. Et de là, on mangeait tous les jours ensemble, tout ça avec les équipes. Et en fait, j'ai commencé à la connaître.
tu vois. Genre vraiment pour ce qu'elle était. Après, bon, des fois, tu connais les gens au début, t'aimes bien, et après c'est pas trop ça, quoi. Et non, en fait, Angèle, genre vraiment, j'ai eu un coup de cœur. Je me suis dit, mais cette meuf, elle a un tempérament, je kiffe, tu vois, parce que c'était le genre d'amitié. Ah oui, de ouf. C'est le genre de nana, demain, on vient lui dire, ouais, il a dit ça et tout, elle va se lever, elle va directement aller voir la personne, elle va pas attendre de dire, mais pourquoi il dit ça sur moi, etc. Tu t'es senti, comment dire, j'arrivais à te voir en elle, et c'est ce qui a fait que ça a créé un lien. Mais qu'est-ce qui a déclenché le fait que je la soutienne? Ouais, que tu la soutiennes comme ça, parce que on va pas se mentir, quelque part là, le fait de vous attaquer à une grosse production, ça peut quand même avoir des impacts sur vous, et ça vous pouvez avoir des pressions. Bien sûr, on a reçu une mise en demeure, donc ça va aller en justice, ça on le sait très bien, et on est conscient de l'ampleur que ça prend. Soit des coups de fil, des gens qui veulent nous mettre des coups de pression, mais on n'a pas peur, hein. Clairement on est très bien entourés, donc ça je suis très rassurée là-dessus, et on est soudés, on est ensemble, on se lâche pas avec les filles, et s'il y a le moins de problèmes, c'est sûr qu'elle prend le téléphone et je viens à n'importe quelle heure, ça on le sait, on est là l'une pour l'autre. C'est ça qui fait notre force. Donc Angèle, ce qui s'est passé en fait, c'est que dans l'aventure, tout le monde a commencé à se mettre contre elle. Donc il y avait des raisons qui ont fait que ces gens-là se sont retournés contre elle. Mais non. C'est quoi les raisons? Ben, c'est tout bête en fait. Déjà, elle a défendu une fille que tout le monde commençait un peu à taquiner, tu vois, un peu méchamment. Et en fait, cette fille s'est retournée contre elle, donc lui a tourné le dos. Et moi, j'ai assisté à ça, tu vois, mais comme c'était pas mes histoires, je m'en mêlais pas trop. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que comme elle était poussée à se mettre en couple avec un candidat dans l'aventure, et que un autre candidat aussi était poussé à se mettre avec une candidate dans l'aventure, ils ont inventé une fausse histoire. Donc, ils ont décidé de dormir ensemble. Et en fait, de là, on a commencé à la traiter de fille facile, de pute, tu vois, genre de salope. Que si elle voulait donner son cul, ben... Elle avait qu'à le faire, quoi. Donc, et moi, tous les jours, je disais aux gens, mais en fait, c'est trop. Et pourtant, c'était des gens que j'apprécie. Hein. Et pourtant, je me suis mouillée parce que j'ai dit, non, les gars, faut pas. Tu vois, faut arrêter, c'est trop, c'est bon. Hein. Et le pire, c'est qu'elle a assumé. Tu vois, elle a dit, ben en fait, je fais ce que je veux et j'assume. Et si j'ai envie de faire, je fais, tu vois. Et en fait, de là, ça a commencé à faire un clan. D'accord. Qui était contre Rawel, Angèle et moi. Et dans ce clan, il y avait, moi, peut-être 3 personnes que j'aimais pas, Angèle, 3 personnes, Rawel, 2 ou 3 personnes. C'était pas non plus les 15 personnes. Mais en fait, ça a commencé à faire un groupe, et ça fait qu'à chaque fois, ils voulaient nous tomber dessus. Donc, ils montraient que c'était eux les maillons forts et nous les maillons faibles. Et nous, tu nous connais, guerrières, tu vois. On va pas se laisser marcher dessus. Donc de là, on s'est dit, ben, on est ensemble les filles, vous inquiétez pas, on reste soudés, on va pas se laisser marcher dessus, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que Rawel est parti. Et de là, ils ont commencé à tous me tomber dessus. Ils ont attendu que ton élément fort parte. Ouais. Elles se sont dit, là, elles sont plus que 2, vas-y, on va les faire partir une par une, c'était ça le but. Mais déjà, je vais pas citer quelqu'un, mais il y a une personne avec qui tu t'entends pas dans l'aventure, enfin, que tu t'entends pas de manière générale. Ah oui, oui. C'est quoi la source de vos tensions? C'était une bonne pote de ma sœur, et au final elle lui a causé beaucoup de tort dans une précédente aventure. Moi, elle m'a causé du tort aussi. Maintenant, comme je l'ai dit, moi je suis pas rancunière. Tu viens me parler, l'histoire elle est réglée. Maintenant, jusqu'à maintenant, elle n'a jamais fait le pas vers moi. Donc j'ai dit, c'est pas à moi de faire le pas vers elle. Sauf que quand elle est revenue dans cette aventure, elle a attendu de prendre la température, de s'allier avec des gens et de se dire, bah, tu sais quoi, je vais pas lui donner sa séquence. Donner une séquence à quelqu'un, c'est quand tu le fais exister, en lui parlant, en te disputant avec. Attends, mais pour moi c'est incroyable. En fait, T'es choquée? Non, je suis choquée parce qu'en fait, je me dis que les gens sont pas réels. Non, mais c'est important de l'expliquer parce que les jeunes qui vous regardent, ils ont quoi? Bien sûr. Il y en a qui ont 25-30 ans, mais t'en as des plus petits. J'ai vu même des petits-enfants de 6 ans, s'il te plaît, qui regardaient la télé-réalité. J'étais choquée. Mais oui, non, mais c'est choquant. L'exemple, c'est l'exemple. Déjà, l'exemple, comment dire, l'influence que les personnes qui voient la télé ont sur eux. Et en fait, en réalité, tout ça, c'est du flan. Les gens mentent. Oui, c'est devenu trop différent des premières télés. Genre maintenant c'est trop drivé, c'est exactement ça, les gens mentent, les gens touchent leur chèque, viennent travailler et c'est tout, pour eux c'est qu'un taf. Et t'as des gens comme nous qui prenons vraiment le programme à cœur. Parce que quand même on est entouré d'êtres humains, enfin on mange ensemble, les amis, on parle ensemble, on se livre un peu. Tu vois, donc faut garder quand même ce côté humain, tu vois, t'es pas là que pour bosser. Et en fait eux non, c'est des gens qui sont rodés comme ça. On voit là sur les réseaux sociaux que vous faites ça genre pour le buzz. C'est quoi la réponse que tu as donnée?
Alors déjà, tu me connais très bien, tu sais très bien que je fais pas ça pour le buzz. Non mais c'est vrai, hein. Clairement, si je faisais ça pour le buzz, j'en profiterais pour faire des stories tous les jours, c'est ce que je dis. Et c'est pas du tout du buzz parce qu'on s'attendait déjà pas à ce que ça prenne toutes ces proportions. Et comme je dis, est-ce que ça me fait plaisir, moi, d'aller en justice au jour d'aujourd'hui, d'aller tous les jours en rendez-vous pour voir les avocats, pour travailler un dossier de preuves, parce qu'on est obligé de se défendre, parce qu'on dit la vérité en fait, et on est obligé de défendre la vérité qu'on donne. Donc non en fait, et de base Natania on la connaissait pas, tu vois, Angèle je la connais que de ce programme-là, c'est Anaya qui vient de rejoindre l'équipe que je connais depuis des années et qui commence à parler aujourd'hui parce qu'elle a plus peur, tu vois, et surtout il y a plein de gens qui ont parlé avant nous, tu vois. Qui n'ont pas été entendus. Et qui n'ont pas été entendus parce que ça n'a pas fait autant d'impact en étant seul. Et au jour d'aujourd'hui, en étant tous ensemble, justement, l'impact, il est là. Et je suis très contente. Au final, je suis très, très contente parce que ça y est, il fallait sortir de ça. Bien sûr, et ça va avoir un impact aussi sur les personnes qui souhaitent... Exactement. Qui idéalisaient la télé-réalité. Là, aujourd'hui, elles voient l'envers du décor. Ah oui. Mais vous avez utilisé un hashtag qui est hyper fort, Stop Harcèlement. Est-ce que toi, tu as déjà été harcelée? Moi, pour ma part, en tournage. Pas en tournage, de manière générale, est-ce que tu as déjà subi l'harcèlement? Alors moi, pas, mais mon petit frère, oui. Donc déjà, mon petit frère, faut savoir que on était en Corse, donc bon, on sait qu'il y a du racisme en Corse, mais bon, ça va, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, c'est plus comme avant, ça a changé. Mon petit frère, en fait, comme il était né blond, voilà, il est né blond et blanc de peau, il faisait pas du tout arabe, du coup, on lui disait petit arabe blanc. Et en fait, il y avait des jeunes qui l'attrapaient, des plus grands que lui, genre qui devaient être, allez, je te dirais lycée, lui collège, exemple, et qui lui couraient derrière pour le tabasser à chaque fois qu'il sortait des cours. Quand il marchait dans la rue, on le reconnaissait, du coup, il le tapait contre un mur. Et moi, je savais pas tout ça. Et des fois, je voyais mon petit frère rentrer mal et tout. Et en fait, j'ai commencé à assister à son harcèlement. Du coup, c'est moi qui me retrouvais à le défendre et à rentrer avec lui à la maison en courant, tu vois. Donc, mon petit frère, il a vraiment subi le harcèlement. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, comme je dis, je suis peut-être pas mieux placée que quelqu'un, mais on a tous subi un harcèlement. Que ce soit direct ou indirect et différent à notre manière. Et dans tous les cas, le mot harcèlement, il sensibilise tout le monde. Que ce soit harcèlement au travail, le sexisme, comme on a dit, tu vois, le harcèlement scolaire. Et grâce à ce mouvement, en fait, on a reçu beaucoup de messages venant de beaucoup de jeunes, de parents, de professeurs qui nous disent, voilà, j'ai subi le harcèlement, je suis mal encadrée. Des professeurs qui disent que oui, en fait, on prend exemple sur nous, les gens de la télé-réalité. Et des parents qui parlent aussi, mon fils a été harcelé, il est mort aujourd'hui, ouais, des messages comme ça quoi, et des gens qui eux-mêmes étaient harceleurs et qui se rendent compte, tu vois. Donc nous c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, comme on a dit, on n'a pas le pouvoir de monter une association parce que c'est vraiment difficile à gérer. Maintenant on veut s'associer justement à une bonne association qui soutient le harcèlement pour que justement au jour d'aujourd'hui, si nous on arrive à parler face à une production, tu vois, que les gens puissent aussi élever leur voix. Exactement, que ces gens contactent cette association-là et disent moi aussi je suis harcelé, mes proches ne comprennent pas ce que c'est l'harcèlement, mon établissement scolaire ne comprend pas ce que c'est d'être harcelé, j'ai beau leur en parler, on ne fait rien, tu vois. On a parlé de ton petit frère. Toi, par rapport à l'émission, par rapport à ta vie en général, aujourd'hui, ta santé mentale, comment elle va? Parce qu'avec tout ce que vous traversez, c'est vrai. Comment ça se passe pour toi? Ben, franchement, je suis très heureuse. Ça va très très bien pour moi. Faut du positif quand même. Ouais, bien sûr. Faut donner du positif. Là, on a donné que du négatif. Qu'est-ce qui est positif pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu vis de... Qu'est-ce qui fait l'équilibre, justement? Alors déjà, il faut savoir, quand on sort d'un milieu télé, il faut avoir une stabilité à l'extérieur. C'est-à-dire de proches, tu vois, ta famille, les gens qui te connaissent vraiment, parce qu'on peut t'insulter demain, mais tu dis, mais c'est quelqu'un qui me connaît pas. Quelqu'un qui me connaît bien, du moment où il me soutient, ça me fait du bien. Et c'est ce que je répétais, mes parents sont derrière moi, donc ça me fait du bien. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je sais que quand je rentre à la maison, je suis pas toute seule, il y a mon chéri. Donc j'ai rencontré quelqu'un qui est stable, ça t'a apporté une stabilité et qui me donne confiance en moi. Ouais, d'être avec quelqu'un de sain, parce que je suis tombée sur des gens qui sont pas du tout sains en sortant de la télé. Tu n'as plus du tout confiance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui luttent en fait, qui sont dans une espèce de dualité où elles cherchent. Moi, j'ai souvent ces questions-là. Comment on fait pour trouver le bon? Ah ouais. Toi, apparemment, je sens que tu as trouvé la bonne personne, mais tu as traversé cette part sombre. Comment tu as fait justement pour te dire, ok, là, Rania, ça suffit, tu fréquentes les mauvaises personnes, tu parlais tout à l'heure d'autodestruction, tu cherchais
à te détruire parce que tu n'étais vraiment pas bien. Et puis là, aujourd'hui, tu as trouvé la lumière. Ça a été quoi le processus? Alors, le processus, ça a été que déjà, je me recentre vraiment sur moi. Donc, j'ai coupé la télé, je me suis concentrée sur le travail. Et petit à petit, c'est ça, j'ai essayé d'enlever tout ce qui était négatif à ma vie, c'est-à-dire comme les mauvaises fréquentations. Donc, des gens qui sont pas trop honnêtes, qui sont plus dans la fête, qui, eux, n'ont peut-être pas d'objectif et qui, quand il faut aller travailler le lendemain matin, ils sont pas avec toi, mais toi, tu fais des nuits blanches et tu te dis putain je bosse, j'ai rendez-vous, faut être sérieuse en fait. Je commençais à me dire faut être sérieuse, c'est soit le taf, soit la fête. Donc à un moment donné j'ai commencé à me remettre dans le travail, j'ai fait un choix. Et je me suis rendu compte que quand tu sors plus personne t'appelle, tout ça. Donc tu te rends compte de qui est vraiment là pour toi. Surtout quand tu es en galère. Quand tu es en galère, que tu n'es pas bien. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Donc tu avais vraiment 2-3 petites personnes qui étaient là et je me disais mais en fait eux ils sont avec nous depuis le début. Et c'est des vrais gens et en fait ça me suffit. Donc déjà voilà, groupe d'amis. Pas besoin de 20-30 personnes, tu vois, petit cercle d'amis, très bien, suffisant. Et après, en termes de couple, le truc, c'est que je me suis toujours mise avec des mecs qui, eux, ne me faisaient pas comprendre que j'étais vraiment leur copine. Donc à un moment donné, tu sais pas où tu te situes. Est-ce que ça m'intéresse ce que tu dis. T'es juste Ils te faisaient comprendre que t'es pas vraiment leur copine, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, mais dans le sens où ils affirment pas que t'es leur meuf parce que déjà tu rencontres pas leur entourage, tu rencontres pas leur groupe d'amis. Quand tu les vois, c'est souvent seul en général. Tu vois un mec quand il te ramène pas chez lui non plus. Enfin, je vais pas dire faut aller chez lui de suite. Non, bien sûr. Non, mais quand par exemple il te fait jamais aller chez lui au bout de 2 mois, 3 mois, c'est que déjà il y a un truc bizarre. Tu vois, c'est qu'il veut pas approfondir la relation. Quand il est avec des gens, il n'ose pas dire que t'es sa meuf, tu vois, il va dire je te présente, voilà. Non mais c'est bien ce que tu dis parce que du coup c'est des signaux, les filles, vous voyez là on parle de relations, de couple et tout ça, il y a des signaux qui sont déjà perceptibles quand quelqu'un veut s'investir avec vous. Si vous voyez qu'il y a certaines étapes qui vous semblent bizarres, écoutez votre instinct. Pensez pas que ah non mais si je reste plus longtemps avec lui il va peut-être changer parce que nous les femmes on aime bien ça. On croit que tu vas te mettre avec un homme et tu vas réussir à le faire changer. Un gars s'il n'a pas envie de s'investir il va pas s'investir. Si dès le début, sait dès le départ. Ouais exactement, il sait dès le départ. Lui en fait déjà on a été amis avant d'être écoutez bien, ok. Ouais, c'est le coup de foudre. Et je suis contente pour toi. Merci. Et ça se voit, tu rayonnes. Donc, je suis très heureuse, franchement je suis très heureuse et je l'ai attendu, cette personne. Il faut parce qu'aujourd'hui les gens, tu sais avec les réseaux sociaux, c'est dur. Le couple goal, tout le monde veut paraître parfait. En fait aujourd'hui avec les réseaux sociaux c'est plus important de paraître heureux que de l'être. C'est vrai réellement. Il faut s'afficher, il faut montrer que les gens ils sont dans la démonstration. C'est vrai. Ils cherchent pas ils veulent prouver aux autres. Exactement, ils cherchent pas à se recentrer sur eux-mêmes alors que parfois il y a besoin d'avoir des temps morts. C'est vrai. C'est nécessaire pour pouvoir évoluer. Et toi, c'est ce que tu as eu justement. J'ai eu un temps mort, tu as fréquenté des mauvaises personnes. Il y a un moment donné, tu as eu une prise de conscience. Et après cette prise de conscience, tu t'es dit, ok, là, Rania, là, je me concentre sur le travail. Je décide de rester avec mon cercle restreint. Et je décide que maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'il y a une mauvaise fréquentation qui arrive, je décide de l'éloigner pour pouvoir attirer le bonheur. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. Tout est une question aussi d'énergie. Et il faut être prêt. C'est ça, c'est l'énergie, c'est ce que tu dis. Il faut être prêt. En fait, j'ai commencé à me dire, c'est bon, en fait, au jour d'aujourd'hui, je m'accepte, je suis qui je suis, je m'assume, je me connais. Parce qu'arrivé à presque 30 ans, quand même, tu apprends à te connaître. Bien sûr. Et du coup, j'ai dit, s'il doit venir, il viendra. Je commençais même pas à me dire, pourquoi je trouve pas de mec, pourquoi je suis seule. Il y a beaucoup de... Et en fait, c'est quand tu dis ça que tu trouves pas. Et du coup, tu prends le premier venu et comme il va te donner un peu d'amour, ça y est, tu vois. Et en fait, tu te contentes. Ouais, tu te contentes de ce que lui va te donner. Mais non, en fait, pas du tout. Moi, je me suis dit, je suis tellement entière en amour, je donne tout pour la personne. Il faut que la personne, elle soit réciproque. Mais tu vois, ce que tu dis là, c'est que tu as compris ta valeur. Ah, de ouf. Et ça, il y a beaucoup de femmes qui ne le savent pas. Qui le savent pas, en fait. C'est vrai. Et si on était plus enclin de vraiment se retrouver soi-même face à nous-mêmes, parce que il y a des moments, quand je parle de temps mort, c'est que
on a des responsabilités dans l'échec de certaines relations qu'on a pu vivre. Mais l'échec, ça veut pas dire que c'est négatif. Hein. Mais non, c'est des expériences. Ouais, pour moi, c'est des expériences. On appelle ça l'échec, mais pour moi, c'est des expériences. À partir du moment où tu tires une leçon de ce que tu as pu vivre et comment tu peux évoluer, c'est là où tu attires la bonne personne. C'est ça, c'est vrai. Parce que toi, tu parles de ça. Moi aussi, l'ego, là, vous me voyez sur Insta, tout ça. Moi, j'ai vécu des vrais trucs aussi. J'ai été en relation avant de rencontrer monsieur. Je me suis fait ghoster. J'étais dans une relation avec un gars du jour au lendemain. Après plusieurs années de relation, il m'a ghosté. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Mais j'avais ma part de responsabilité dans le sens où j'essayais de forcer quelque chose où, au fond de moi-même, je savais pertinemment que ça allait pas aboutir. En fait, c'est que tu te retrouves face au mur et que tu continues à te dire je pardonne, je pardonne, je pardonne. Et en fait, tu passes pas le mur. Tu restes face au mur et tu te recognes dedans, Exactement. Tu prends une première gifle. Ça fait mal, mais tu dis non, attends, je vais tendre la deuxième, peut-être que ça sera plus doux, tu vois. Mais non. C'est encore plus fort. Mais après, tu prends la brique. C'est ça. Et pour te relever, après, c'est compliqué. Mais... Et quand tu pardonnes une fois, c'est le truc qu'il faut pas, parce que ça va recommencer. Non, moi, je pars du principe qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Moi, j'ai pardonné. Bien sûr. Personnellement, pour pouvoir avancer, il faut se pardonner à soi-même. Mais tu auras toujours un doute, tu n'auras plus confiance. En fait, moi, c'est ça. Si tu pardonnes, attention, je dis pas qu'il faut pas pardonner. Tu peux pardonner parce que tout dépend de ce que tu pardonnes aussi. Mais quand tu pardonnes, genre, tu as toujours un doute que ça puisse recommencer parce que tu perds un peu confiance en la personne. Et moi, je me dis, il faut toujours partir d'une base où tu sais que la personne, elle sera irréprochable, respectueuse. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais après, je pense qu'il y a des choses non plus qu'il faut pas idéaliser. Et ce qui est important, moi en tout cas, ce que j'enseigne dans mes coachings, c'est que tu as pu vivre une relation, mais ce que tu as vécu dans la relation, il ne faut pas la projeter sur l'autre personne qui va arriver. Ah oui, non, ça je suis d'accord. Ça je suis d'accord, mais bon, tu apprends de tes expériences aussi. Exactement. Donc, exactement. Et aujourd'hui, là, la différence avec... mon chéri. Ton chéri. C'est quelqu'un qui a tout le temps envie de faire des choses avec moi. Ça veut dire que même s'il va en rendez-vous professionnel, il va me prendre avec lui. Vous consultez, vous construisez quelque chose ensemble. Parce qu'aujourd'hui, la société fait que c'est comme si une femme, elle doit trouver un mari, faire des enfants, acheter une maison, acheter un chien. Et là, vous avez des... Oui, bien sûr, il y a toujours une routine dans un couple, mais je pense qu'aujourd'hui, le message qui est important de faire passer, c'est que quand on se met avec quelqu'un, il faut pouvoir aussi avoir une vision commune sur... des aspirations communes sur le professionnel. Aspirations communes. Pour que chacun puisse s'élever. Parce qu'aujourd'hui, c'est, tu vois... on est bien sapé, hein. On a fait une tenue, comment dire, on est machi aujourd'hui. On a l'impression que c'est que ça sur les réseaux sociaux, alors que c'est plus profond, tu vois. Aujourd'hui, il faut aspirer, tu vois, quand tu te mets avec quelqu'un, que tu aies la vision, que vous ayez une vision commune afin de vous élever. C'est ce que tu partages aujourd'hui avec ta relation. Donc, franchement, je sais qu'à chaque fois, tu vas bugger, tu vas dire grave. Il y a à chaque fois avec tu vois. Mais c'est bien, c'est bien. Du coup, on va terminer cette interview sur un mot de la fin. C'est quoi pour toi la définition de la réussite? Alors, c'est croire en soi. Voilà, croire en ses rêves, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est beau de rêver. Non, faut croire en ses rêves. Si on a une idée, la garder en tête. Et comme je t'ai dit, moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'être modèle quand j'étais jeune. Et je me suis dit, je n'ai pas les mensurations. Et au jour d'aujourd'hui, je suis modèle. Donc, je fais de la photo, je travaille pour du cosmétique, du prêt-à-porter. Je suis très heureuse. J'ai un beau parcours, merci mon Dieu. Et faut croire en ses rêves, faut y aller à fond. Et t'as cru en toi aussi. Ouais. J'ai cru en moi. Ah, patient, c'est important ce que tu dis. Faut être très patient, Faut être patient parce que si c'est pas tout de suite, ça viendra peut-être après. Et il faut se dire, il n'y a pas d'âge. Regardez, j'ai 30 ans. Voilà quoi, et j'ai encore beaucoup de choses à faire, j'espère. C'est tout ce que je souhaite. Merci de l'amour. Donc voilà. Merci. Croire en soi. Faut croire en soi, persister, être persévérant et avoir confiance surtout. Plus vous pensez à quelque chose de positif, plus vous l'attirez vers vous. Donc vraiment, n'ayez pas peur, foncez. Exactement. C'est pour nous le mot de la fin. On espère en tout cas que ça vous a plu et on vous dit bye bye, ciao. C'est bon? Enfin, c'est dans la boîte. C'était